Donc, bon matin à tous. Donc, la séance d'aujourd'hui, ça va être le 2 juillet 2025, une nouvelle séance d'analyse. Euh, donc, si on compare cette journée par rapport à la semaine prochaine, c'est moins mouvementé, moins de liquidité par rapport à la semaine dernière. Donc, comme chaque début de séance, on va plutôt parler macro. Quels sont les indicateurs macroéconomiques les plus importants qui influencent sur le marché? Donc, voici notre calendrier de la semaine. Donc, on a eu hier l'intervention de la banque de la banque du Japon. Hier, il y a eu euh, aussi publication d'indicateurs d'emploi. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ADP. Comme vous vous rappelez, avant et aujourd'hui, on va parler exception. Pourquoi? Parce que nous sommes le 2 juillet. Donc, le vendredi prochain, ça va être le 4 juillet. Donc, pour nous, l'NFP, c'est un indicateur qui est publié toujours le premier vendredi de chaque mois. Sauf que ce vendredi, c'est plutôt un jour férié aux États-Unis. Donc, automatiquement, il ne va pas y avoir la publication de l'NFP, mais par contre, ça va être la semaine prochaine. Donc, il faut faire attention. Donc, la publication de l'NFP, ça ne va pas être cette semaine, c'est plutôt la semaine prochaine. Par contre, vous me dites, écoute, l'NFP, j'en ai pas une date exacte de la publication de l'NFP. C'est quoi l'NFP? C'est l'indicateur qui regroupe le secteur privé uniquement. Et l'ADP, d'habitude, il est publié 2 jours avant la publication de l'NFP. Et bien aujourd'hui, il vient d'être publié ce mercredi, mais par contre, l'NFP, ça va être publié la semaine prochaine. Donc, c'est pas grave. Donc, dans cet exemple-là, donc pour mieux vous expliquer, voilà. Donc, pour mieux vous orienter, l'ADP. Mais ce qu'il faut savoir ici aujourd'hui, comme vous le voyez ici, l'information, il y a eu une perte de 33 000 emplois dans le secteur privé américain en juin. Et ben, je peux vous assurer que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, ça fait plus de 2 ans, quelque chose comme ça, qu'on voit des indicateurs qui viennent d'être publiés négatifs. Donc, moins 33 000 d'emplois perdus dans le secteur privé pour le mois de juin, ce qui confirme. Donc, directement, moi, je vais viser le taux d'intérêt. À chaque fois, ils vous disent, écoute, tant qu'il y a une croissance au niveau d'emploi et une stabilité, etc., pourquoi pas ne pas baisser les taux? Eh bien, c'est plus le cas aujourd'hui. Il y a une perte de 33 000 postes d'emploi. Pour moi, l'ADP qui attribue ce repli à une hésitation, on va dire, des entreprises, vu qu'ils recrutent moins, et en plus de ça, ils ne remplacent même pas ceux qui partent. Donc, automatiquement, pour, on va dire, pour résumer, le rapport de l'ADP, pour nous, il influence ce qu'on appelle les anticipations avant le rapport officiel de l'NFP. Pour moi, c'est un facteur très important. C'est un facteur très important sur lequel je vais me baser sur la publication de l'NFP. Aujourd'hui, dans le secteur privé, il y a moins 33 000 postes d'emploi. Écoute, je vais m'attendre la semaine prochaine à une publication de l'NFP. Comme d'habitude, je ne vais pas être sûr à 100%, mais je m'attends à une publication au niveau de l'NFP qui va être négative. Donc, il y a une dépréciation de dollars pour le vendredi. De toute façon, moi, ce que je compte ici, je vais voir, vous allez voir, ça va finir la semaine avec un affaiblissement de dollars. Peut-être que ça va continuer pour la semaine prochaine, tout simplement. Et, et on va s'attendre à autre chose. C'est que, euh, il est où le plus? Ce mois-ci, on a pas mal.
d'indicateurs macro très importants. Il y a pas mal d'interventions des gouverneurs des banques centrales. Il y a la réunion de l'Europe, ça va être le 24 juillet. La Fed, fin du mois, le 37. La Banque suisse, c'est bon, c'était la semaine dernière. Le Canada, fin du mois aussi. La semaine prochaine, ça va être l'Australie. Le lendemain de l'Australie, ça va être New-Zélande, etc. Donc ça va être pour nous des indicateurs très importants sur le taux. Ça va créer beaucoup de volatilité. Donc pour ma part, ce qui est sûr, et on en a parlé depuis 2 semaines, la prochaine intervention de la Fed, ils vont garder les taux inchangés. Ils ne vont pas baisser les taux. Ça, faut l'oublier. Il n'y aura pas de baisse des taux. L'extrême, c'est qu'ils vont garder les taux inchangés. Donc ça, c'est la relation. Donc pour ma part, demain, ça, on l'a vu aujourd'hui, c'était un indicateur négatif qui vient d'être publié sur le dollar. Pour demain, il y a les inscriptions hebdomadaires au chômage. C'est l'indicateur qui est publié tous les jeudis à 14h30. Et pour la semaine prochaine, le dimanche, lundi, c'est calme, pas d'indicateur macro très important. Mardi aussi, voilà, on a parlé de taux d'intérêt. Voilà. Donc, d'ici la fin de la semaine, ça va être un petit peu calme. Début de semaine aussi, ça va être calme. Voilà. Donc, ça, c'est au niveau macro. On continue nos analyses. Donc, on va faire un petit feedback, on va dire, côté des analyses qu'on a vues la semaine dernière. La semaine dernière, bon, par exemple, monsieur Josselin, j'ai pas, si j'ai répondu. Il y a eu la formation d'un double top, double creux, ça, c'est un double creux, on va dire, sur l'indice, le DXY. Malheureusement, il faut toujours faire attention parce que ça n'a pas confirmé. Et je vois qu'il a continué sa baisse. Si je compare ça, le DXY, c'est l'indice de dollars. Voilà, sur un intervalle de temps H1. Là, voilà l'analyse. C'était ça le double creux. C'était prévu qu'il va y avoir un retournement. Malheureusement, le marché, il n'a pas pu franchir cette ligne de coup, d'où il y a eu la baisse. On va en parler après côté explication. Donc, on va voir les opportunités qu'on a fait la semaine dernière. On va commencer avec le dollar, le USD par rapport au dollar canadien. Il faut savoir que la semaine dernière, on était acheteur sur le dollar américain. C'était prévu qu'on va chercher ce niveau. Et effectivement, on a bien profité. L'USD CAD, la voilà. Notre analyse, c'était prévu que le marché il va chercher ce niveau. Et effectivement, le marché il est allé chercher ce niveau. D'accord? Après, cette semaine, il a baissé. C'est autre chose. On va renouveler nos analyses. Mais l'objectif a été touché la semaine dernière avec ce niveau. Autre chose, on a vu une publication, on a fait une petite analyse sur le pétrole. On a dit que nous sommes confrontés à une ligne de support potentielle. On a une zone de support assez importante que ça va être un petit peu difficile de la franchir à la baisse. Et le marché, il a tenu, il tient encore cette ligne. Et on voit, bon, c'est vrai que ça n'a pas monté, ça n'a pas allé
ces niveaux, les 71 dollars, les 78, mais plutôt il est en train de stagner à ce niveau. Comme vous le voyez ici, l'analyse, elle est là. Le niveau, il tient encore. Le niveau de support, il tient encore. Ça n'a pas invalidé notre scénario parce qu'on a mis un stop ici. Sincèrement, l'analyse, c'est qu'on attend que le marché, il revient chercher cette zone et après lancer un ordre d'achat. Il y en a qui ont pris la décision d'acheter. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas encore confirmé la hausse. Ça, on appelle ça D2P. Comme vous le savez, D2P, c'est quoi? Ce sont des bougies d'hésitation. Les 2P, ce sont des bougies avec un corps assez petit et des mèches qui sont assez importantes. Ça, on appelle ça un 2P. Par exemple, vous voyez, la bougie, elle est assez petite et le corps, je m'excuse, est assez petit et les mèches, ils sont assez importants. Donc, on parle ici des 2P. Donc, si vous voulez prendre une décision, ça confirme pour ma part. Regardez, nous sommes sur une zone d'hésitation. Il vaut mieux attendre que le marché il sort de cette zone. Pour ma part, mon analyse, c'est plutôt la hausse. Je cherche à acheter. Donc, il vaut mieux attendre que le marché il franchit à la hausse, ce qui confirme la réintégration de cette zone pour que je puisse prendre une décision d'achat tout simplement. Attends, je pense que j'en ai. Je sais pas. Voilà. Donc ça, c'est au niveau du pétrole, on l'a vu. L'or. L'analyse sur l'or, malheureusement, ça a tapé mon stop. Donc, je vais vérifier, mais je pense qu'elle a touché mon stop. On a fait une analyse sur le HK, sur le H1, l'or par rapport au dollar américain, sur un intervalle de temps H1. Je vérifie, je me rappelle que ça a touché mon stop. Hmm. Ah non, 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 ça n'a pas encore tout. Bon, écoute, il faut savoir que je suis vendeur. Voilà, voilà, je me rappelle. On a fait une analyse sur l'or. Nous étions sur une tendance haussière. On a bien identifié la tendance. Après, il y a eu une cassure, comme vous le voyez ici. Il y a eu une cassure de cette ligne. Il y a eu la confirmation avec un pullback. Donc, le marché, il a commencé à baisser. Après, il y a eu une petite consolidation. C'était pour moi une très bonne opportunité de vente ici, vu que la tendance, elle est plutôt baissière. Donc, on a pris une décision de vente ici. J'ai mis un stop ici. Et pour le TP, on a fixé deux niveaux. Pour le TP, si vous vous rappelez, on a fixé un 2 TP. C'était ça le premier niveau. Et on a dit, si le marché il arrive à franchir cette zone, il va chercher plutôt ce niveau encore. Donc, c'est ça le problème avec mon analyse. Regardez, l'analyse, elle était correcte. Mais malheureusement, moi, je ne l'ai pas fermée. Pourquoi? Parce que j'en ai mis, lorsque le marché il a commencé à baisser la semaine dernière, directement, lorsque j'ai vu qu'il va toucher cette zone, j'ai mis mon TP plus loin. Et regardez, qu'est-ce qui arrive? Hop, le marché, il a repris. Et la position gagnante, malheureusement, ça a touché, ça a repris à la baisse. J'ai pas respecté mon plan. Bon, j'ai pas respecté mon plan. Pourquoi? Parce que la position, elle était correcte. J'ai voulu profiter plus de cette position. Le gold, il était en train de baisser. La semaine dernière, c'était une semaine assez calme. Il y a eu l'arrêt de toutes les tensions géopolitiques, les guerres, etc. Il n'y a aucun fondamental, aucun événement qui va influencer le cours de l'or à la montée. Donc, j'ai favorisé la vente. En plus, la position, elle était gagnante. Donc, je voulais profiter de cette baisse. Malheureusement, le marché il a remonté, donc je suis en perte là maintenant.
Mais comme d'habitude, je tiens encore ma position. Il y a un stop qui est fixé. Mais ce qu'il faut savoir, si elle revient, je ferme ma position tout simplement. Donc ça, c'est pour le gold. J'espère que ceux qui ont pris une décision sur le gold en se basant sur cette analyse, je peux vous assurer, si vous avez mis votre TP ici ou votre TP ici, la position, elle a été touchée. Pour ma part, j'en ai éloigné un petit peu le TP, j'assume. Mais par contre, regardez, le premier niveau a été touché, le deuxième niveau a été touché. Donc l'analyse pour notre part, elle était correcte selon l'analyse qu'on a fait. Donc ça, c'est pour l'or. Euh, le GBP, GPY, ça, c'est. Attends, ça c'est quoi? Ah, le livre sterling, yen japonais. Le livre sterling, yen japonais. Si vous vous rappelez, sur le GBP, GPY, on a fait deux scénarios. On a eu deux scénarios. Le premier scénario, c'était la formation, comme vous le voyez ici. Il y a une formation d'un triangle. D'accord? Le marché, il a franchi ce triangle-là. Il va chercher, il va monter. Bon. Le premier scénario, pour ma part, si je veux acheter, c'est que j'aimerais bien chercher une meilleure entrée. La meilleure entrée pour l'achat, c'était ce niveau. Il faut attendre que le marché il arrive à ce niveau-là pour que je puisse après acheter. Donc pour ma part, c'était quoi? Avec cette bougie sur le daily, cette bougie, c'est une bougie assez significative. Donc je ne peux pas lancer un ordre de vente ici et aller à la baisse. Donc, l'analyse, c'est attendre que le marché, il invalide cette zone. Il invalide cette zone, ça veut dire qu'à partir de cette zone, que je peux prendre une décision de vente pour chercher le niveau d'après. On va voir la réaction. Donc, nous étions sur le GBP-JPY, nous étions sur un intervalle de temps daily, et on va voir la réaction. Vous voyez ici, nous étions sur cette bougie-là. C'est ça notre analyse. On était là, sur cette bougie, et on a dit, écoute, tant que la bougie, elle est plutôt haussière, je ne peux pas prendre une décision de vente avec une bougie significative comme celle-là. Donc, fallait attendre que le marché, il invalide cette bougie. Ça veut dire qu'il l'invalide, ça veut dire qu'il revient au moins à ce niveau pour que je puisse prendre une décision de vente. Et qu'est-ce qu'on voit ici? La première bougie, la deuxième, la troisième, hop, la quatrième. À la clôture de cette bougie, pour moi, c'est bon, c'est confirmé que le marché vient d'invalider cette zone, que je peux prendre une décision de vente, que je peux aller chercher cette zone-là. En plaçant un ordre différé, un sell limit, votre ordre il sera exécuté le jour même à partir de cette bougie et votre TP il sera touché. Parce que finalement, on en a mis un TP ici, on a mis un stop ici, un ordre ici, un TP ici, un stop ici. Donc finalement, le marché, il a touché notre TP. Maintenant, on va parler du deuxième scénario, parce que ça, c'était notre premier scénario, chercher la baisse. Le scénario d'après, c'est est-ce qu'il va respecter cette ligne de résistance ou pas, et est-ce qu'il va la tester en tant que ligne de support. L'avantage, vu que nous sommes sur le day, sur une journée, ça veut dire que cette bougie que vous voyez là maintenant, elle n'est pas encore fermée. Donc, pour moi, d'ici la fin de la journée, si cette bougie, elle clôture au-dessus de ce niveau, au moins ici. Je dois attendre la bougie de demain et on doit attendre une bougie en vert qui confirme mon achat. Ça veut dire attendre aujourd'hui, mercredi, attendre la bougie de jeudi et le vendredi, je lance mon ordre d'achat pour chercher comme exemple ce niveau-là.
Par contre, si cette bougie, elle clôture ici, donc automatiquement, pour ma part, il y aura plutôt une baisse. Le marché, il a cherché cette zone. Il vient, ça, si on appelle ça un spring, une fausse cassure, on va dire. Et le marché, il revient à la réintégrer. Si vous voulez chercher une confirmation, c'est très simple. Et bah, on va plutôt attendre un petit pullback avec cette zone-là et hop, après chercher une baisse. Nous sommes exposés à deux scénarios. Pour le moment, je ne valide aucun scénario tant que cette bougie n'a pas encore clôturé. Donc, faut attendre le scénario, faut attendre la fin de journée pour confirmer ça. Donc, ça, c'est au niveau du JPP, JPY. Comme on a dit, voilà, c'est tout ce que c'est les analyses qu'on a fait. Grosso modo, ça, ce sont les analyses qu'on a fait. Voilà. Bon. Bon, on va reprendre les analyses, mais avant ça, je vous ai parlé la dernière fois. J'arrive pas. Voilà. Je vous ai parlé la dernière fois des vagues d'Elliott, Elliott Waves. Des fois, dans mes analyses, je l'utilise. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les vagues d'Elliott, on va essayer de présenter aujourd'hui ces vagues-là. Je les utilise à un certain moment dans mes analyses. Donc, pour profiter pleinement de nos séances d'analyse, on va faire euh, la présentation de ces vagues-là. Comme d'habitude, le cours, le PDF, ça, je vais vous envoyer sur le Discord. Donc, vous allez le trouver sur le Discord, vous pouvez le télécharger. Donc, je vous explique. À la fin des années 30, on va commencer dès le début, Ralph Nelson Elliott, il s'inspire de la théorie de Do et du nombre d'or de mathématiciens italiens Fibonacci pour élaborer ce qu'on appelle le principe des vagues. Pour nous, Elliott, il pense que les marchés, ils n'évoluent pas de manière désordonnée, mais selon des répétitions de cycles de tendance, haussière ou bien baissière. Des fois, lorsque je vous explique à un certain moment, je vous dis, écoute, à chaque impulsion, il y a toujours des corrections. Impulsion, correction, impulsion, correction. Et bien, c'est Elliott qui dit ça. D'accord? Donc, influencé par la nature et le comportement humain, donc, comme on a dit, les marchés, ils évoluent selon des cycles haussières ou bien baissières. Néanmoins, même quand le mouvement est haussier, des phases de correction alternent avec les phases de progression et vice-versa quand le mouvement est plutôt baissier. Partant de ce principe, Elliott il a modélisé ce qu'on appelle un cycle élémentaire composé de 8 vagues principales. Il y a 3 vagues de correction succédant 5 vagues de tendance. Ça, on appelle ça une vague d'impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. S'il y en a des questions, n'hésitez pas à me laisser, que ce soit sur le chat ou sur notre canal sur le Discord. N'hésitez pas. Sinon, je vais vous présenter. Ça, c'est le schéma des vagues d'Elliott. Ça, on appelle ça un cycle élémentaire. Sur ce schéma, on observe clairement un mouvement ascendant. On appelle ça une impulsion, une vague d'impulsion ou une vague ascendante, une vague de correction. Un, 2, 3, 4, 5. Pour résumer et pour simplifier, pour moi, à partir de point 5, ça veut dire que le marché, il va entrer dans une correction plus importante que ces deux-là. Ça, c'est une correction, oui, mais ça, c'est une correction plus importante. C'est un cycle, on va dire.
à partir de point 5 que j'ai la possibilité de prendre des décisions de vente. Et il y en a qui vont prendre des décisions de vente ici. Il y en a qui vont attendre une confirmation. Et bien, c'est quoi la confirmation? C'est à partir de la formation du point B. Je vais vous montrer dans cet exemple. Donc ça, c'est une vague d'Elliott. Il y a une première impulsion, une correction. Il faut savoir, après, je vais vous parler des caractéristiques. Ça, c'est le point. Attends. Ça, c'est le point A. Regarde, sur TradingView, on a les vagues d'Elliott. Vous voyez ici, il y a les vagues d'Elliott, les vagues d'impulsion, les vagues de correction, les triangles, etc. Donc, on va parler en numéro. Ça, c'est le 1. Ça, c'est la première impulsion. Ce qu'il faut savoir que la correction de la première vague d'impulsion, elle peut chercher les 60% au maximum. C'est très rare qu'il corrige en entier l'impulsion, mais ça peut arriver. Pour la première vague de correction, le point 2, il peut consolider, il peut corriger en entier la première impulsion. C'est très important. Ça, c'est la deuxième impulsion qui forme le sommet en parlant de point 3. La correction, le cycle de correction, le 4, c'est là. C'est assez rapide, cette correction, et après, on va chercher le point 5. Ça, pour nous, c'est les vagues d'Elliott. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? À partir du point 5, on va viser des ventes. Soit on prend des décisions à partir du point 5. Si vous voulez chercher plus de confirmation, vous allez plutôt A, B et hop, à partir du point B. Donc, je répète, on a la possibilité soit de chercher des ventes à partir de cette zone. Si vous voulez chercher des confirmations, c'est à partir du point B. Des fois, Elliott, il forme ce qu'on appelle un double top à un certain moment. Mais ça ne doit, le point B, il ne doit pas dépasser le point 5. Il faut faire attention, il ne doit pas dépasser. Il est plus bas que le point 5, au maximum, il est à son niveau. Au maximum, il est à son niveau. J'espère que vous m'avez compris. Ça, ce qu'on appelle les vagues d'Elliott. Donc, la particularité de la théorie est que cette décomposition est quasi infinie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque vague peut se décomposer elle-même en vagues de plus petites périodes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si je travaille aujourd'hui sur un intervalle de temps D, une journée, si je réduis l'intervalle de temps en H4, vous voyez cette bougie-là, cette impulsion avec cette correction. Elle aussi, elle peut me créer une vague d'Elliott. Comme ça. Pareil pour cette impulsion-là. Elle peut me créer aussi une vague d'Elliott en plus petite période. Pareil ici, en plus petite période jusqu'à arriver à ce stade-là. Donc, le cycle complet, on va dire, parce que ça, c'est le cycle élémentaire qui est composé en 8 vagues. Par contre, le cycle complet, il est composé de 34 vagues, comme vous le voyez ici. 1, 2, 3, 4, 5, ABC, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, ABC, 1, 2, 3, 4, 5, ABC, etc. Donc ça, c'est l'exemple d'un cycle plus complet. Maintenant, on va parler un petit peu des caractéristiques. Donc, par exemple, ça, c'est un cycle élémentaire. Il y a une première impulsion, une correction. La deuxième impulsion qui forme le point 3, une correction. Comme on a dit, à partir de point 5, on va chercher les ventes. Soit on attend une petite chute. À partir de point B, ça confirme la baisse. Et à partir de point B, on va plutôt prendre des décisions de vente.
Et on va chercher comme objectif le point 4, pas plus, le point 4. Par exemple, pour ma part, si je vais vous montrer en temps réel, j'en ai l'euro-dollar sur un intervalle de temps H1, si je me rappelle bien. Regardez ici, ça c'est l'euro-dollar. Il y a cette première impulsion, correction, impulsion, correction, et hop, ça c'est le point 5. Qu'est-ce qu'on voit? Ça c'est le A, ça c'est le B, et ça c'est le C. Le C, où est-ce qu'il va aller? Il va aller chercher le point 4 comme objectif. Si vous vous dites Elliott, et on a aussi une figure de retournement, l'épaule tête épaule. Et comme je vous dis, il faut faire attention. Je ne peux pas vendre l'euro pour le moment parce qu'il y en a des informations très importantes qui vont être publiées. Ce qu'il faut retenir, bon, c'est que la semaine, demain, bon, c'est pas après-demain, vendredi, c'est comme on a dit, jour férié, mais demain, les événements qui vont être publiés, ils sont assez importants. Et je m'attends à des informations, des indicateurs macro qui vont être publiés sur le dollar et qui vont être publiés négatifs. Donc, je m'attends à un affaiblissement de dollar. Donc, même si graphiquement, techniquement, il y en a une opportunité de vente sur l'euro-dollar, au moins, si vous voulez, vous pouvez la prendre la décision. Si vous voulez profiter, vous pouvez la prendre la décision aujourd'hui, mais il vaut mieux d'ici demain à 8 heures clôturer toutes vos positions en relation avec le dollar US. C'est très important parce que je m'attends à des événements qui vont être publiés négatifs sur le dollar, donc il vaut mieux faire attention. Voilà, donc ça c'est... Sinon, pour moi, je vois un épaule tête épaule, je vois Elliott, je vois que le marché il a cassé cette ligne de coup. Toutes ces informations, elles me confirment quoi? Qu'il va y avoir une baisse. Donc, chercher le point 4, c'est un petit peu... On peut la garder, regarde. On peut mettre à le point, on peut chercher le point 4 comme objectif. Mais comme je vous ai dit, d'ici demain, 8 heures, heure Canada, heure de Paris, euh, heure de Paris, c'est 14 heures. Avant 14 heures, demain, avant 14 heures, toutes les positions doivent être fermées. Québec, 8 heures. Paris, 14 heures. Si on veut chercher la baisse. Voilà, donc Elliott, je reviens vers l'Elliott en parallèle. J'allais vous expliquer l'Elliott, donc et j'en ai détecté, qui confirme bien sûr ça. C'est une confirmation pour nous, l'épaule tête épaule. Donc le petit pullback qui confirme avec la ligne de haut, donc c'est une excellente opportunité ici. Euh, Bon, pour le stop, on va shorter cette position ici. On peut mettre un stop au-dessus ici. Et comme on a dit, on peut mettre un TP vers cette zone tout simplement. Un stop ici, un TP ici. Donc, on va entrer maintenant plus en détail vers les vagues d'Elliott. Donc, je viens d'expliquer les vagues, les cycles, comme on a dit, mais il y a quelques points caractéristiques qu'il faut prendre en considération. Donc, on va commencer avec la première vague. Comment on va l'identifier? Donc, la vague 1, la première, c'est la vague numéro 1. Eh bien, elle est difficile à reconnaître, puisqu'elles peuvent être interprétées comme de simples corrections faisant partie de précédents mouvements. Ça veut dire que la première vague
des fois, elle fait partie de la tendance d'avant. Donc, pour moi, ça va être un petit peu difficile de l'identifier. Elles sont généralement très courtes et rapides. Ils arrivent fréquemment qu'on ne puisse décomposer la vague 1 qu'en troisième vague et non pas en 5. La vague 2, elle corrige généralement la première vague de façon considérable et comme je vous ai fait la remarque. La première vague, ça c'est la première impulsion, et ben la correction, le vague 2, le 2, elle arrive généralement à combler en entier la première impulsion. La vague 3, c'est ce qu'on appelle la vague des suiveurs. Elle est la principale vague de mouvement. Une règle élémentaire à retenir concernant ce type de vague est qu'elle n'est jamais la plus courte parmi les vagues d'impulsion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vague d'impulsion 3, c'est la plus importante. On ne peut pas, par exemple, vous dites, attends, je vous explique une chose, je vous montre. Regarde, on voit énormément. Vous allez voir qu'à partir d'aujourd'hui, une fois vous maîtrisez les vagues d'Héliode, on les voit. On les voit. Regardez ici. Ça, c'est le vague d'Héliode. Ça, c'est le A. Regardez ici. Correction A. Soit vous prenez une décision à partir de point 5, soit vous prenez une décision à partir de point B. Où est-ce que vous allez chercher? Eh bien, on va chercher le point 4. Le voilà, le point 4. Il est allé chercher cette zone. Pareil. Je vous montre d'autres exemples. Regardez. Par exemple, ici. Ça peut être un, 2, et le 2, elle comble en entier à peu près la première impulsion. Le 3, c'est la vague la plus importante. Ça, c'est le 4, la correction. Ça, c'est le 5. Ça, c'est le A, le B et le C. Ça répond. On cherche encore. Attends, je vais prendre un exemple d'une tendance plutôt baissière qui se retourne. Une tendance baissière, plutôt tendance baissière. Tendance baissière. Voilà, par exemple, je l'ai déjà tracé, regardez. Un, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est le A, ça, c'est le B, et ça, c'est le C. Bon, ça a pris plus de temps pour chercher le point 4. Bon, ça n'a... Attends. Bon, sincèrement, c'est pas une vague assez importante. Pourquoi? Parce que, comme on l'a mentionné, la première vague, de préférence, elle n'est pas assez liquide comme c'est le cas. Et on a dit que des fois, le marché, il va la combler en entier. C'est vrai que le 23, c'est pas le plus... Attends, on va voir. Non. La vague 3, c'est la vague la plus importante. Donc ça, par exemple, c'est pas une vague qu'on va prendre en considération et on voit clairement, regarde, c'est vrai que le marché, il a monté. À un certain moment, on va profiter de cette montée. Mais mettre un TP, malheureusement, le marché, il ne va pas chercher notre TP. C'est pour cette raison que nous, on essaie d'ajuster nos analyses. Par exemple, ici, vous prenez une décision, vous visez ce point-là, vous visez normalement ce point-là, et à un certain moment, le marché il monte, il descend, il revient monter cette zone sans pouvoir la dépasser, il redescend, il revient tester, et vous voyez ici, on voit ici qu'il y a des étoiles filantes à partir de ce niveau de résistance. Il essaie de monter, hop, il baisse, il monte, il baisse, il monte. Donc, il n'arrive pas à franchir cette zone. Donc, à un certain moment, ici, tu vas sortir. Tu ne vas pas la garder, la position ouverte.
Donc, je vous montre un autre exemple au niveau de la tendance baissière. Bon, l'euro, il fait que monter. Bon, j'en vois. Regarde, les tendances haussières, je vois. Les tendances haussières, je vois. Ça, c'est le 3, ça, c'est le 4, je vois. Parce qu'il faut savoir que cette dernière année, l'euro, il fait que monter par rapport au dollar. Par contre, une tendance baissière, j'en vois pas. Une tendance baissière, je ne vois pas. Allez, une tendance baissière. Ça, c'est trop. Bon, ça peut le faire. On va essayer de voir. Je vais prendre ça comme première baisse. La deuxième, c'est au final, il a consolidé à peu près tout ça. Ça, c'est le point 3. J'aime pas trop. Ça, c'est le 4. Et ça, c'est le 5. Il y a eu A, B et C. Ça peut le faire. Épaule tête, épaule inversée, une cassure, hop, le marché, il a confirmé, il a monté aussi. Donc regarde, je vous ai expliqué un petit peu la théorie. On a essayé de pratiquer un petit peu. Je vais vous envoyer la présentation. Essayez de vous exercer un petit peu. S'il y en a des questions, si vous voulez me montrer des exemples, euh, vous pouvez me poster ici sur SendF ou sur vos questions ici, comme vous voulez. On va essayer de s'exercer sur Elliott. Donc, ça, c'est au niveau des analyses. Donc, ça, c'est au niveau d'Elliott. Donc, on va reprendre nos analyses et on va essayer de trouver des opportunités pour la semaine. Donc, on va commencer tout d'abord avec les indices. Les indices américains, bon, les indices au niveau mondial, on va dire. Parce que euh, les marchés, aujourd'hui, il y a eu une consolidation, une correction, mais ça fait plus d'une semaine que les marchés, ils ne font que monter. Vous voyez ici, nous sommes sur un intervalle de temps jour. Ça fait plus d'une semaine que les marchés font que monter. Il faut savoir que le Dow Jones, à un certain moment, il était à 42 000 à peu près points. Aujourd'hui, il est à 44 500. Il est allé chercher les 600, je pense. 670. Donc, il fait que monter. Bon, pour ma part, j'en ai un niveau de résistance assez important. Ça, c'est le niveau historique de Dow Jones. Il va aller le chercher. Pourquoi? Parce que le Nasdaq, il l'a cherché, il l'a dépassé. Donc, ce n'est pas le cas pour le Dow Jones. Donc, ça va prendre plus de temps, il va le chercher. Ou bien, comme d'habitude, mon scénario, pourquoi? Je ne peux pas vendre pour le moment, et je vous explique pourquoi. La première, on va se baser sur les bougies. Ça, c'est une bougie d'impulsion, on appelle ça une bougie témoin. Je vais mettre un niveau au-dessous. Ça, c'est une autre bougie d'impulsion. Je vais mettre un autre niveau. Celle-là aussi. Et celle-là aussi. Et regardez, pourquoi j'en ai mis? Après chaque impulsion, même s'il y a des corrections, il n'arrive pas à la combler, cette bougie. Il y a eu une impulsion, correction, il n'a pas pu la combler. Cette bougie aussi, il y a eu une impulsion, il est en train de corriger, mais pour le moment, il ne l'a pas encore comblé. Donc c'est très simple. Vous voulez shorter, vous voulez vendre l'US 30,
et bah, j'en ai des niveaux très importants. Si le marché, il vient d'invalider cette bougie, je peux passer vendeur. Si le marché après, il invalide après celle-ci, je peux prendre une décision de vente pour continuer, chercher ce niveau-là, etc. Donc, je vais passer par palier jusqu'à aller chercher ce niveau. Donc, pour confirmer ces niveaux, je vais utiliser Fibou. Je vais prendre le point le plus haut et je vais relier avec le point le plus bas. Déjà, le premier niveau, pour moi, il fait office de résistance d'un support. C'est le niveau 23. Regardez autre chose. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a dit qu'on va chercher ce niveau. Par contre, si on prend cette impulsion, et c'est très important, cette impulsion, même si le marché, il va aller chercher cette zone, on parle encore d'une tendance haussière. Ça, c'est son golden zone. Et qui déjà fait office d'un support ici, d'une résistance, je m'excuse ici. Donc le marché, il peut aller chercher cette zone-là et après, il va y avoir un rebond. Mais je ne peux pas vendre pour le moment. Les bougies, elles sont assez significatives, des bougies vertes assez imposantes. Et les bougies rouges, pour moi, je vois des toupies. Et ces toupies, ce sont des bougies d'hésitation. Ça ne m'indique pas un retournement. J'en ai pas un chandelier qui m'indique qu'il va y avoir un retournement. Donc, il faut faire attention, soit on suit la tendance, soit on l'évite. Pour ma part, pourquoi j'évite? Je sais très bien que ça va aller chercher ce niveau, par exemple. Mais je ne peux pas le prendre ce niveau. Pourquoi? Parce que si je prends une position d'achat ici, je vais mettre un TP ici. Où est-ce que je vais mettre l'autre stop? Je vais le mettre ici. Je suis à un ratio RR inférieur à 1. Si je le mets ici avec le gold, c'est pas avantageux. Je prends trop de risques sur mon capital, donc il vaut mieux éviter. Donc ça, c'est pour l'US 30. Pareil aussi pour le Nasdaq. Regardez, le Nasdaq, il est à son plus haut, il fait que monter. J'en ai pas de niveau historique, donc je vais réduire l'intervalle de temps. On veut faire du scalping. On va réduire un petit peu les intervalles de temps. Et on va travailler sur des intervalles de temps moins réduits. Qu'est-ce que je vois ici? Sur un intervalle de temps H1, on voit la tendance. Il y a eu la formation d'un petit double top ici. Il l'a franchi. Pour ceux qui ont tradé, il est allé chercher cet objectif. Maintenant, il reprend dès l'ouverture et l'a repris à la hausse. Donc, pour ma part, si je veux prendre une décision d'achat, où est-ce que je vais viser? Maximum ce niveau-là. C'est un ordre pour moi d'achat et je vise un TP ici. Je suis un petit peu rassuré. Pourquoi? Parce que ça, c'est la bougie d'ouverture de marché. C'est une bougie imposante, assez importante, le vert en vert. Donc, si je veux mettre un stop, c'est plutôt, on va le mettre au-dessous de cette bougie, pas plus. Parce que tant que cette bougie, elle tient, je suis acheteur, il n'y a pas de problème. Où est-ce que je vais viser? Je vais prendre une décision d'achat ici et viser ce niveau tout simplement. Ça, c'est au niveau du Nasdaq. Sur un intervalle de temps H1. D'ici la fin de la journée, l'objectif, c'est atteignable, c'est possible de l'atteindre, cet objectif-là. Donc, on a repris notre analyse sur le pétrole pour faire un petit résumé. Donc, nous sommes plutôt acheteurs, comme on a mentionné, mais par contre, sur des intervalles de temps plus importants, nous sommes exposés à des toupies. On a dit que des toupies, pour moi, ce sont des bougies d'hésitation. Je l'ai encerclé cette zone, je l'ai encerclé cette zone, et qu'est-ce que je dois attendre? Je dois attendre que le marché, il revient, soit il franchit cette zone à la hausse,
En réintégrant cette zone, on a un niveau d'achat. On peut le placer l'ordre. Si vous voulez, vous pouvez le placer l'ordre en différé. Vous le programmez l'ordre ou bien vous mettez une petite alerte. Vous dites, écoute, sinon, on ne va pas le contrôler à chaque fois. Une petite alerte, on prend une décision. Dès que le marché est ici, ça va vous notifier sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Ou bien tu places un ordre différé, tu places ton TP, tu places ton stop et voilà. Donc ça, c'est pour le pétrole. Pour l'or. Donc, pour ma part, l'or, si on réduit l'intervalle de temps sur le H4, la tendance, la voilà, elle est plutôt baissière. À un certain moment, nous étions sur une tendance baissière. On a profité, comme on a dit, ça c'est l'analyse de la semaine dernière, je vais l'effacer, euh, parce que je tiens une position en cours ouverte. Bon, pour le moment, vendre, je ne peux pas vendre. Si je réduis l'intervalle de temps sur le H1 et j'essaie de réduire l'intervalle de temps sur le H1, pourquoi? Parce que même si on veut prendre des positions, comme je vous ai mentionné, d'ici demain, tous les parités en relation avec le dollar, eh ben, il faut les fermer. L'or, on a une belle, une belle impulsion ici. Après, le marché il est entré dans une phase de consolidation, phase de correction. C'est très simple. Moi, pour ma part, je dois l'identifier cette zone. On va la marquer, cette zone-là, et on va attendre. On va attendre la réaction de marché. Bah, c'est très simple. Sur le court terme, je vais prendre Fibo, comme d'habitude. À chaque impulsion, je prends Fibo pour voir les niveaux. Déjà, comme vous le voyez, en prenant le point le plus bas et en prenant le point le plus haut, je trace et je vois que cette zone, que le marché, il est en train de respecter les 23%. Il fait office ici d'une ligne de support. Donc, si ça franchit par le haut, on va plutôt travailler la hausse. Pas besoin de chercher plus. On va plutôt prendre cette hauteur-là. Si ça franchit par le bas, on va plutôt chercher le niveau d'après. Ce qu'il faut savoir, si vous tradez le gold, des zones comme ça, elles sont assez importantes en termes de pips. Vous voyez ça, c'est 160 pips, 180 pips, 185 points. Si on prend une décision, si le marché il franchit à la baisse cette zone, il va aller chercher cette zone à peu près 140 points. C'est assez important aussi. Donc, trader le gold, il est assez volatile. Donc, je vous conseille, vous avez l'habitude de trader, par exemple, des parités comme l'euro, le GBP, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est de réduire les lots de moitié avec le gold. Tu as l'habitude de trader avec un contrat, avec un lot. Écoute, avec le gold, à moitié. Il ne faut pas travailler de la même façon avec le gold. Les indices aussi, pareil. Mais le gold, il est très volatile. Donc, il faut faire attention à ce stade-là. Donc, ça, c'est notre analyse sur le gold. Donc, ça, c'est notre analyse. On va prendre... Bon, avant de passer aux parités, on n'a plus beaucoup de temps, mais je vais vous parler vite fait de la crypto-monnaie. Donc, la crypto-monnaie, nous sommes encore à des niveaux très hauts sur le BTC. La semaine dernière, si vous vous rappelez, nous étions là. On a dit que si le marché il franchit cette zone, il va chercher le niveau d'après, qui va être ici. Effectivement, il est allé chercher cette zone-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit si on réduit un petit peu l'intervalle de temps? Il y a le bras, ça c'est l'impulsion, ça c'est le drapeau. J'en ai encerclé cette zone
avec ces deux niveaux. Tant qu'on est sur cette zone, on peut prendre des décisions de vente. Si le marché, il franchit, il casse cette zone-là, pour moi, c'est un drapeau, c'est la confirmation. Parce que regarde, j'ai identifié le bras du drapeau, j'ai identifié cette zone de range, mais je ne l'ai pas encore confirmé. Je confirme cette figure que si le marché il franchit à la hausse. Si ce n'est pas le cas, je ne fais rien, j'attends. Donc, si ça franchit, je peux prendre une décision d'achat et je peux aller chercher des niveaux plus importants que ça. Voilà. Bon, bien sûr, en mettant ces zones-là, écoute, nous sommes à des niveaux que le BTC ne les a jamais atteints. Donc, c'est très important. Donc, si ça va casser par le haut, on peut chercher cette zone comme objectif. Comme on a dit, ce sont des zones que le marché ne l'a pas testées. Si ça va clôturer au-dessous, ne prenez pas de décision de vente, attendez la réintégration de cette zone et cherchez après le niveau d'après. Ça, c'est le deux scénarios sur le BTC. Le TH, pour ma part, si vous vous rappelez, il a réintégré cette zone, il a repris cette zone horizontale. Donc, pour moi, j'ai une très belle opportunité, si ça clôture, bien sûr, hein, si ça clôture avec une bougie significative d'ici la fin de journée, on va chercher cette zone-là avec un stop. On garde un ratio, pareil comme c'est le cas ici, et on a un potentiel. En termes de pourcentage, on peut aller chercher à peu près 10%. C'est bien comme opportunité ici, en visant l'achat ici, visant un TP ici et visant un stop ici. Donc ça, c'est pour le TH. Euh, L'euro-dollar, comme on a mentionné, on va chercher la vente, mais il ne faut pas oublier, faut pas oublier les indicateurs qui vont être publiés demain. C'est très important. C'est parmi les indicateurs les plus importants qui vont être publiés sur le dollar. Donc, il vaut mieux demain 8 heures, heure de Paris 14 heures, toutes nos positions sur le dollar doivent être fermées, tout simplement. Il faut faire attention avec le slippage et le spread qui augmente. Parce que lorsqu'il y a des événements assez importants, et je vous ai mentionné la dernière fois, euh, vous voyez le spread, la commission. Attends, c'est quoi la commission? C'est la différence entre le cours achat et le cours vente. Celui-là, regarde, euro-dollar, 17,78, 17,79. C'est à peu près un point. Et bien, lorsqu'il y a des événements très importants, et ben, cette commission, elle augmente. Ici, elle est à 0,7%, à 0,7, même pas un point. Lors des événements de 3 étoiles, ça devient le double ou le triple. Bon, l'euro-dollar, c'est parmi les parités la plus concurrentielle, qui ont la commission le moins chère. Et je peux vous assurer que si tu traites, par exemple, une autre parité comme l'euro NZD, comme vous le voyez ici, elle est 4,3. Lors des événements, ça va doubler et tripler aussi. Donc, vous allez vous retrouver avec des commissions de spread de 12 et de 15. Donc, c'est très important, il faut faire attention. Donc, je vais vous partager le reste des analyses sur le Discord. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas, s'il y en a des questions, n'hésitez pas. J'aurais bien aimé aussi voir euh, vos résultats au niveau des analyses qu'on fait, les prises de position. Est-ce que le rapport aussi, s'il y a une possibilité de me publier vos rapports, je peux vous assister, même si vous voulez en privé, par mail privé. D'accord? Donc, merci encore pour votre présence et à la semaine prochaine. Bye bye.